C'est bon, ça tourne normalement, Mehdi. Nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Léonard Vanezel, psychologue et directeur scientifique d'Octopus Formation. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire 30 minutes avec ce soir Mehdi Liratni. Est-ce que vous pouvez juste me faire retour sur le chat que vous nous recevez bien en son et en image? Et je commence à introduire ce concept auquel vous êtes très habitués. 1 heure de webinaire ensemble, donc à 19h00, vous êtes libre. Et ça se décomposera en 2 temps. Un premier temps de conférence par notre cher et précieux ami et collègue Mehdi Liratni, qui va donc nous parler de la gestion des émotions, un concept has-been, point d'interrogation. Merci pour vos retours sur le chat. Et donc 30 minutes avec Mehdi et ensuite 30 minutes de questions. Vous poserez vos questions à Mehdi par le biais du chat et il y répondra dans la mesure de la temporalité qui est la nôtre ce soir. Un tout petit rappel pour le cadre. Nous avons avec nous Catherine Racure, Edwige de Maigret et Thibaut Sansornier comme ange gardien. Donc on est bien servi. Et vous allez pouvoir interagir avec eux en cas de besoin par le biais du chat. Ceux qui ont des problèmes de connexion, ne vous inquiétez pas. Tout est enregistré et sera mis en replay accès libre sur notre site, comme tous nos webinaires 30 minutes avec. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour du côté de notre Webi bibliothèque. On a quelques pépites. Et le chat est comme toujours un espace de travail qu'on utilise avec parcimonie, gentillesse et rigueur. Et il me reste donc à te laisser la parole pour te présenter, Mehdi, et nous dire un petit peu à quelle sauce ce soir on va être mangé. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Et je rebrancherai mon micro dans 30 minutes, Mehdi, pour faire l'intermédiaire des questions. Super. De pareil, je vais te demander faire le même essai, parce que si tout le monde entend bien et me reçoit bien, pour avoir au moins la confirmation. Et je pense que oui, donc s'il y a quoi que ce soit, je pense que je serai rapidement au courant. Donc déjà, je vais remettre. Merci Léo de ton introduction. Je vais bien entendu remercier Octopus pour l'invitation, puisque c'est la première fois que donc, je vais participer à... Non, c'est la deuxième fois que je participe à un webinaire avec vous. Et au-delà du partenariat de ce webinaire, c'est surtout un partenariat depuis 2017 maintenant, depuis 4 ans déjà. Et voilà, sur différentes formations, différents formats de formation. Et voilà, je tiens à démarrer ce webinaire en remerciant vraiment chaleureusement toute l'équipe avec qui c'est pas juste des liens professionnels, mais aussi des liens humains qui se sont créés. Et c'est vraiment une équipe avec qui c'est agréable de travailler, à Sébastopol, notamment à Paris. Et justement, là, la thématique que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la gestion des émotions, et qui fait un petit peu écho aux formations que je donne chez Octopus, puisqu'il y a 2 formations qui tournent autour de ces questions-là. Et donc, j'avais vraiment envie de saisir l'opportunité de ce webinaire qui touche un petit peu plus de monde, en fait, en tout cas, que lors d'une formation, pour vraiment essayer d'analyser ce terme de gestion des émotions dont on nous parle en permanence dans toutes nos publicités promotionnelles sur les thérapies. Et donc, moi, j'avais envie de poser la question, de savoir si c'était un concept qui était has-been ou pas. Donc, je me présente, je m'appelle Mehdi. La présentation, vous avez dû lire depuis 2 minutes au moins tous mes titres, etc. Je ne vais pas m'appesantir sur ça. Et on va démarrer du coup peut-être directement sur la question. Donc, tout ce que je vais aborder aujourd'hui, vous allez pouvoir le retrouver dans ce prochain livre qui sort début octobre ou mi-octobre, et qui s'appelle donc Adapter la thérapie acte. Et donc, je vais aborder beaucoup de concepts que je vais aborder pendant ces 30 minutes. Vous pourrez tranquillement vous reposer en les lisant dans ce bouquin. La première question que j'ai envie qu'on se pose tous ensemble, si on est psychologue ou thérapeute au sens très large du terme, c'est le contrat thérapeutique. Donc, le contrat thérapeutique, c'est finalement ce qui nous relie à nos patients. Au Canada, on dit des clients, aux individus en tout cas qui viennent nous consulter. Et est-ce que déjà le contrat qui existe entre nous, ce contrat thérapeutique, est-ce qu'il est implicite ou explicite ? Et la plupart du temps, en tout cas,
que ce contrat soit implicite ou explicite, le patient, il va venir nous voir parce qu'il veut être moins anxieux, moins dépressif, moins colérique, peut-être être moins contaminé par certaines pensées. En tout cas, il vient vraiment avec ce désir profond d'être libéré de la souffrance et de libérer du coup des émotions et des pensées qui le parasitent. Et du coup, il pense, et quelquefois nous-mêmes, les thérapeutes, on peut être amené à penser que la thérapie, ça va permettre une baisse de ces symptômes, des émotions, des pensées, des comportements. Et globalement, c'est ce qu'on propose, nous les thérapeutes, de manière, comme je le précise, plus ou moins implicite ou plus ou moins explicite. En TCC, par exemple, donc je vais vous parler de ce que je connais, surtout en thérapie cognitive et comportementale, à l'initiative de ces thérapies qui sont donc fondées sur des preuves scientifiques, c'est bien ça qu'on propose, c'est une baisse des symptômes. Et donc effectivement, quand on met en place un protocole scientifique, on va bien se rendre compte que avec tel type ou tel type de thérapie, cognitive ou comportementale ou les deux, on va avoir une baisse des symptômes. Il y a plein ensuite de facteurs qu'on pourrait remettre en cause dans les études, mais il n'empêche que pour l'instant, ce sont des thérapies qui montrent ce résultat-là. Et donc, c'est à ce titre qu'on va dire qu'une thérapie a réussi, puisque le patient vient nous voir pour ça, et puis bien nous, on répond à cette demande. Du coup, le patient, il a vraiment cette attente. On va voir que dans la plupart des approches, et vous avez vu que j'ai mis un petit peu tout le monde sur la même ligne, autant des techniques issues de la TCC que de la psychanalyse ou que de l'EMDR, de l'hypnose, la plupart du temps, de manière implicite, ce qu'on nous vend, ou alors ce que le patient comprend, c'est pas forcément ce qu'on nous vend, mais en tout cas, si c'est pas dit de manière explicite, le patient va vraiment penser qu'en allant chercher dans ces outils-là des séances, eh bien, il va pouvoir ressortir avec une baisse de ses symptômes et donc pouvoir mieux gérer ou en tout cas amenuiser ses émotions et sa souffrance. Donc, je ne parlerai pas de la relaxation, de la sophrologie qui sont très connues, de l'EMDR et de l'hypnose aussi. Donc, toutes ces notions, en tout cas, elles viennent souvent recouvrir la notion de gestion. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de décliner des techniques qui vont nous permettre de réguler, de gérer nos émotions. Et on va voir que quand on commence à s'intéresser aux neurosciences ou vraiment aux recherches récentes en sciences cognitives, eh bien on va se rendre compte que c'est pas si évident que ça de gérer ses émotions, voire impossible. Alors, j'essaie d'avancer mon PowerPoint. Donc, ce que nous explique autant les neurosciences, donc quand on s'intéresse vraiment au cerveau en lui-même, au fonctionnement du cerveau dans différentes conditions, et la théorie des cadres relationnels, qui est une théorie que j'aimerais vous présenter, qui est une théorie qui s'intéresse vraiment au développement linguistique et cognitif, comment le langage et la pensée finalement se construisent et interagissent ensemble pour former des apprentissages. Ensuite, on va le voir autour des émotions, justement. Eh bien, les neurosciences et la théorie des cadres relationnels va nous expliquer justement qu'une émotion, en réalité, ça ne se gère pas. On ne peut pas gérer une émotion de la même manière qu'on ne peut pas la réguler. L'émotion, en fait, on peut tout du moins, on peut canaliser, amenuiser certains paramètres physiologiques d'une émotion, mais l'émotion en elle-même, le déclenchement de l'émotion, les activations qui vont se créer dans notre cerveau, les déclenchements de cortisol, de tout un tas de neurosubstances qui vont intervenir, ça, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas le contrôler. Et donc, il y a déjà là une sorte d'incompréhension, voire de contradiction quand on propose une méthode de gestion des émotions, une méthode de régulation des émotions, mais en fait, ça, on ne peut pas le réguler. C'est le cerveau qui le régule tout seul. Dans le cerveau, on a par exemple des sacs, on pourrait appeler ça des sacs de cortisol. Une fois qu'ils sont vidés, ils sont vidés. Et c'est ça qui va faire que, comme il n'y a plus de cortisol, l'anxiété, lors d'une attaque de panique, petit à petit, va diminuer. Et ensuite, c'est les pensées qui vont peut-être prendre le relais, qui vont faire qu'on va garder une humeur anxieuse ou une pensée anxieuse, mais il n'empêche que l'émotion en elle-même, on ne peut pas la gérer directement.
Donc, les neurosciences nous apprennent ça. Et de manière beaucoup plus précise, depuis 2010, puis on va en parler ensuite, on fait le lien entre les neurosciences et ce qui se passe vraiment, en tout cas au niveau de la pensée et de nos émotions. Donc la théorie des cadres relationnels, elle explique comment finalement le jeune enfant, il développe précocement les relations entre les mots, les objets et les concepts. Et je vais vous donner un exemple qui sera le plus facile possible pour tout le monde, parce que la théorie des cadres relationnels, c'est vraiment un cas théorique extrêmement compliqué. Moi-même, je n'ai pas encore tout compris de certaines nuances et sous-ramifications de cette théorie. Mais, par exemple, quand vous apprenez, quand vous êtes tout petit, quand on vous montre un objet, on vous apprend que cet objet, par exemple, c'est stylo ou crayon, eh bien, toute votre vie, quand on vous montrera cet objet, c'est le mot crayon qui vous viendra en tête. Même si vous changez de pays, même si vous changez 4 fois de pays, que vous apprenez que ce truc-là, ça peut correspondre à 4 mots différents, il n'empêche que le mot crayon sera une trace mnésique qui sera encodée à vie. En gros, c'est ça qu'explique la théorie des cadres relationnels. Elle nous explique que notre cerveau humain, il a cette particularité à créer des connexions qui vont rester à vie entre des concepts, des mots, des objets. Et cette compétence, petit à petit, elle va se dériver, elle va se généraliser à tout un tas de situations. Mais des situations qui se passent finalement petit à petit dans notre tête et qui n'ont plus vraiment un rapport, on va le voir, avec ce qui se passe vraiment sous nos yeux. Donc, ces relations-là sont très, très puissantes. Et donc, la théorie des cadres relationnels, elle explique ça. Elle explique que cette relation entre des stimuli qui sont internes ou d'ailleurs externes et les pensées et les émotions sont vraiment irrépressibles. On ne peut pas, du coup, les empêcher. Exemple, si vous avez un accident traumatique à tel lieu, à tel endroit, à chaque fois que vous allez passer à cet endroit, il n'est pas forcément nécessaire que vous allez ressentir cette émotion, mais en tout cas, il y aura une trace mnésique qui va peut-être s'activer pour rappeler ce souvenir. Et ça, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Et même, encore, si on va plus loin que ça, si vous vous empêchez d'y penser, eh bien, c'est l'effet inverse qui va se passer. Si vous voulez contrôler votre pensée et vous empêcher d'y penser, la plupart du temps, c'est l'effet boomerang, on va y penser encore plus. C'est comme si je vous demandais, là, tout de suite, maintenant, de ne pas penser à un ours blanc pendant 1 minute. Eh bien, vous ne pourrez pas vous empêcher d'y penser. Eh bien, les pensées et les émotions sont intimement liées. Les traumas qui sont des souvenirs et des pensées qui sont dans nos têtes sont extrêmement liés aux émotions qu'on ressent. Et ça, c'est encore une preuve supplémentaire que les émotions reliées du coup à ces pensées qu'on ne peut pas empêcher d'arriver, eh bien, vont aussi ne pas pouvoir être gérées. Donc, si je reprends les méthodes qu'on a vues par exemple juste auparavant, quand on fait de la restructuration cognitive, c'est la dernière ligne, en TCC, par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est finalement d'essayer de voir ce qu'on appelle, d'observer avec le patient les biais cognitifs, comme finalement les erreurs de pensée qui seraient un peu irrationnelles vis-à-vis d'une situation. Si on prend la phobie de l'avion, par exemple, la pensée, c'est sûr, l'avion va s'écraser, n'est pas une pensée rationnelle. Pourtant, la personne va avoir cette pensée et on ne pourra pas lui empêcher d'avoir cette pensée. Et même si on lui fait regarder des registres de statistiques, lui montrant que l'avion est le lieu le plus sûr du monde, eh bien, elle continuera à penser que l'avion va s'écraser. Ça, c'est un des exemples, et j'ai pris volontairement un exemple de la TCC pour vous montrer à quel point c'est important aussi de se remettre en question. Pour illustrer la théorie des cadres relationnels et le rapport du coup que développent les enfants avec les émotions, notamment, eh bien, on va prendre l'exemple d'un jeune enfant qui est dans son lit, puis qui va avoir peur du noir, par exemple. La peur d'être seul ou la peur du noir, c'est un motif de consultation qui est souvent très, très fréquent en psychologie. Et donc, il va ressentir, à ce moment-là, il va ressentir tout un tas d'émotions, de l'anxiété, du stress, peut-être un peu de panique. Et ces sensations, il ne peut pas les maîtriser et elles sont déclenchées par tout un champ de concepts qui a déjà été encodé dans son passé. Peut-être qu'il a encodé qu'être dans le noir, c'était dangereux. Peut-être qu'il a encodé une image d'un monstre dans un film ou dans un dessin animé. Peut-être qu'il a encodé
que se séparer de ses parents au moment du coucher, c'était quelque chose qui était difficile. En tout cas, ses pensées, il ne peut pas les maîtriser, cette émotion ne va pas pouvoir les maîtriser. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va entendre? La première phrase qu'on dit à un enfant quand il a peur, c'est « n'aie pas peur ». Donc, qu'est-ce qu'il va retenir? C'est que ce que je suis en train de ressentir, je ne dois pas le ressentir. N'aie pas peur. Et encore pire, dans d'autres exemples, tu n'es pas un bébé, tu n'es pas une mauviette. Bref, on va lui faire comprendre que ressentir quelque chose qui est complètement incontrôlable, ou penser quelque chose qui est complètement incontrôlable, c'est être faible. C'est quelque chose qui est à éviter, qu'il ne faut surtout pas faire, qu'il ne faut surtout pas ressentir. Donc l'enfant va se dire, ah ben tiens, quand j'ai ce ressenti-là, quand j'ai cette peur, finalement, ça veut dire que ce ressenti, il est mauvais. Ça veut dire que ce ressenti, il faut que je le supprime, il faut à tout prix que je l'évite, parce que être dans cette situation, c'est forcément être quelqu'un de moins bien, de faible, etc., un bébé, etc., etc. Donc la solution qu'il va trouver, comme la plupart des adultes d'ailleurs, c'est pour ça que nous les adultes, enfin, les enfants, les adolescents puis les adultes, on va devenir les champions du monde de ce qu'on appelle en thérapie acte l'évitement expérientiel, on va devenir les champions du monde pour éviter l'expérience de la souffrance et des émotions douloureuses. L'enfant, par exemple, ce qui pourrait illustrer l'évitement expérientiel, c'est se distraire, s'attacher à des objets fétiches ou à des doudous, peut-être développer des TOC, tout comme les adultes. Puis peut-être les adultes, ce sera de la consommation de médicaments, d'alcool, etc. Je n'ai rien contre la consommation d'alcool ni de médicaments, mais si le but de la consommation d'alcool et de médicaments est d'éviter l'expérience de la souffrance, alors on va voir que petit à petit, c'est un cercle vicieux qui va être très, très compliqué. Alors, je continue. Donc, pourquoi on évite de manière expérientielle? Pourquoi on évite l'expérience de la souffrance? C'est normal parce qu'on est des êtres humains, on a envie d'être heureux, et donc on n'a pas envie de souffrir, nécessairement. Donc, dès qu'on va trouver une solution à court terme qui évite cette souffrance, et puisqu'on nous a appris depuis tout petit que les émotions douloureuses, il fallait les éviter, il ne fallait pas les ressentir, eh bien, nous, on cherche des solutions en permanence, puisqu'à la fois, effectivement, ce n'est pas un ressenti qui est agréable, on est tous d'accord pour le dire, mais en plus, on nous a appris, on a encodé très profondément depuis tout petit que c'était surtout des choses qu'il ne fallait pas ressentir, il faut éviter de ressentir ça. Donc on se dit, ah, ben, c'est super, éviter l'expérience, ben, dès que j'ai l'occasion, je vais essayer de le faire. Mais il arrive un jour où l'évitement de l'expérience n'est plus efficace, et ce qui va sûrement augmenter, par exemple, un vécu d'échec ou de baisse de l'estime de soi, parce qu'on va se rendre compte que, ben, par exemple, dans le cas d'une phobie scolaire, j'arrête d'aller à l'école, et pourtant, je ne vois pas mon anxiété ou ma dépression baisser, voire des fois, elle s'aggrave. Donc, ce n'est pas le fait d'éviter le stimulus qui me fait peur, ou même d'éviter l'expérience de la peur, qui fait que je vais avoir même moins peur, parce que même parfois, elle s'aggrave. Et donc dans l'exemple de la phobie du noir, ou de la phobie d'être seul dans la chambre, bien, l'enfant, c'est ce que ça va faire, c'est qu'à force, il va trouver peut-être des stratégies d'évitement, donc appeler plusieurs fois ses parents, mais au final, ce qu'on va lui renvoyer, c'est qu'il ne devrait pas ressentir ces choses-là, il devrait pouvoir se débrouiller tout seul. Donc on pense qu'il est capable de se débrouiller tout seul, mais c'est peut-être qu'on a pris le mauvais chemin pour lui montrer qu'il peut se débrouiller tout seul. Donc la réponse est non. Peut-être que je vais me faire des ennemis parmi les participants, mais la réponse est non. On ne peut pas gérer une émotion, c'est strictement impossible. On ne peut pas gérer une pensée, entre guillemets, ou la réguler, ce n'est pas possible. Alors, du coup, si on dit ça, peut-être qu'en tant que thérapeute, on peut se dire, mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini, on n'a plus aucun moyen de travailler. Alors, il y a quand même, d'un point de vue théorique, des nouvelles connaissances qui arrivent, notamment ce qu'on appelle la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Si ça vous intéresse, vous tapez Memory Reconsolidation dans Sciences Directes, vous allez voir des papiers de très très haut niveau, comme dans Nature ou Science, des articles sur la reconsolidation de la mémoire, et notamment la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Et je vais en parler après avec la thérapie de la cohérence, qui est fondée sur la théorie de la reconsolidation, mais il est aujourd'hui possible de désactiver une émotion qui est reliée à un apprentissage particulier. Donc ce qu'on appelle, nous, en thérapie de la cohérence, une construction, ou justement un réseau de relations.
Mais cette technique, elle ne permet pas de supprimer le cadre relationnel lui-même, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, le fameux crayon. Ça, c'est crayon, vous ne pourrez jamais oublier que c'est crayon. Mais peut-être qu'on va pouvoir désactiver une émotion qui est reliée à la base à ce concept-là, ou à ce souvenir-là, ou à ce mot-là, par exemple. Eh bien, ce processus de reconsolidation thérapeutique, il est mis en œuvre parfois de manière assez fortuite dans de nombreuses approches, puisque la plupart du temps, quand je parle de reconsolidation ou quand je parle de thérapie de cohérence, on me dit « Ah, mais ça ressemble à la Gestalt, à l'hypnose, à l'EMDR, à la psychanalyse, à la systémie, voire quelquefois à certains résultats en TCC. » Vous savez, c'est ces fameux résultats où on obtient tout à coup une baisse du symptôme pérenne, radicale et qui tient dans le temps. Et souvent, en fait, il s'est passé des choses dans la thérapie qui nous ont un peu échappé. Et sûrement qu'en fait, toutes ces approches, c'est plutôt de manière souvent fortuite, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas encore ce cadre théorique scientifique, mais produisent parfois, selon certaines conditions et certains agencements, cette reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Alors moi, je vais vous proposer du coup 2 approches sur lesquelles que je pratique pas mal et sur lesquelles je suis certifié notamment, c'est la thérapie ACT et la thérapie de cohérence, qui sont justement profondément non correctives vis-à-vis des émotions et des pensées. Par exemple, en thérapie ACT, donc ACT, c'est Acceptance and Commitment Therapy, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Le but qu'on va expliciter au patient, le but de la thérapie, c'est pas de faire baisser la souffrance, c'est pas de faire baisser les émotions douloureuses, c'est de lui dire, le but de la thérapie, c'est d'avoir une vie riche, remplie et pleine de sens, malgré la souffrance. C'est-à-dire qu'on va lui permettre d'apprendre un nouveau cadre relationnel, ou finalement une nouvelle association d'idées. Jusqu'à présent, il pensait que souffrir était égal à avoir une vie pauvre, et nous, on va lui apprendre que si on peut souffrir, et malgré tout, déclencher, construire un nouveau cadre relationnel, une nouvelle relation à la souffrance. Donc la thérapie, elle est non corrective, et tout ce qu'on s'attelle à faire pendant la thérapie, c'est à travers différents types d'exercices, c'est de s'approcher de la souffrance avec une grande curiosité, d'analyser nos émotions, nos pensées, et d'abandonner la lutte justement contre ces choses-là. Et la plupart du temps, on n'aime pas du tout faire ça. C'est un réflexe, un des premiers réflexes qu'on fait quand on souffre, c'est qu'on ne veut surtout pas penser aux choses qui nous font souffrir, on ne veut surtout pas entendre des choses qui nous font souffrir, et on ne veut surtout pas s'approcher de ce qui nous fait mal. Alors que là, le but est complètement inverse, on va s'approcher, on va s'exposer à la souffrance. Mais je vous rassure, de manière graduelle et de manière accompagnée. Par contre, c'est une thérapie qui est corrective sur les comportements. Si on veut avoir une vie riche, remplie et pleine de sens, eh bien, on va proposer ce qu'on appelle en thérapie comportementale une activation comportementale. On va encourager le patient à déjà savoir quelles sont ses valeurs, c'est-à-dire à identifier les choses qui sont importantes pour lui, la personne qu'il a envie de devenir. Donc, avec les enfants, on peut voir qu'il y a des adaptations. C'est un peu l'objet du livre, c'est justement de décliner, par exemple, les adaptations qu'on peut trouver pour ça. Et on va voir que ces valeurs intrinsèques, eh bien, elles vont être des vrais motivateurs qui vont amener du changement comportemental. Donc, alors qu'en activation comportementale classique, ben, le but, c'était de faire plaisir au thérapeute ou de faire plaisir à la société. Finalement, ça y est, je suis un peu plus adapté, j'ai moins de TOC, j'ai moins de phobie. Là, le but de l'activation, c'est vraiment d'aller vers ce qui est important pour nous dans la vie. Et donc, du coup, d'avoir cette vie riche, cette vie qui s'enrichit et qui commence à se remplir de sens. En thérapie de la cohérence, le but explicité au patient n'est toujours pas de faire baisser le symptôme. On lui dit c'est quelque chose par contre qui pourra se produire éventuellement, mais une fois de plus, le but explicité, c'est de découvrir ensemble la cohérence du symptôme et toutes les raisons profondes qui nous poussent à le conserver. Donc, en thérapie de la cohérence, la souffrance, c'est pas exactement de la même manière que acte, mais en tout cas, on la considère comme un cadeau. C'est-à-dire que c'est ce symptôme de départ qui va nous permettre de découvrir la base de la construction de cette souffrance. Ce qu'on appelle en thérapie de cohérence la pire souffrance ou une construction du premier ordre, c'est-à-dire quelque chose. C'est une conception profondément ancrée de comment je me perçois dans cette situation, comment je perçois le monde dans cette situation. Donc,
vous pourrez me dire que ça vous fait penser, on va le voir, à la psychanalyse. Ce n'est pas du tout le cas. La thérapie de cohérence est basée à la fois sur les neurosciences, mais aussi c'est très constructiviste. Il y a beaucoup de notions piagétiennes. C'est comment je construis mon rapport au monde et comment finalement mes schémas émotionnels, cognitifs, comportementaux interagissent pour interagir avec moi-même et avec ce monde. Donc, quand on a un symptôme, on va arrêter de dire que c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut canaliser, qu'il faut amenuiser, et on va dire, chouette, voilà une bonne occasion de découvrir pourquoi on a besoin de conserver ce symptôme. C'est forcément qu'il y a du sens et qui permet de répondre à quelque chose de plus grave. Si par exemple, une construction de base, je donne un exemple, j'ai oublié de donner une diapo d'exemple, mais pour un enfant qui aurait une phobie scolaire, par exemple, si dans sa construction de base, sa plus grande peur, sa pire souffrance est de se sentir humilié, critiqué, eh bien en fait, il va développer une phobie scolaire parce que il ne va pas supporter peut-être que 2, 3, 4 profs lui auront fait un reproche ou une critique. Et lui, dans son propre réseau de relations, il aura encodé quelque part, par différentes expériences, que recevoir une critique devant tout le monde, c'est hyper humiliant, hyper blessant. Alors que peut-être la critique était constructive, mais en tout cas, lui, c'est ça qu'il va intégrer. Et du coup, il ne va plus vouloir aller à l'école. Il va développer de l'anxiété. Plutôt que travailler sur cette anxiété d'aller à l'école, on va se dire, mais ok, pourquoi en fait tu as cette anxiété? Qu'est-ce qui va arriver de terrible pour toi si tu vas à l'école? Et donc, à travers des techniques d'entretien très spécifiques, qu'on appelle les techniques de découverte, on va permettre à l'enfant, à l'adolescent, de creuser un peu plus profondément et de découvrir ce qu'on appelle cette construction de premier ordre. Une fois qu'on a découvert ça, eh bien, Bruce Ecker, qui est le concepteur de cette thérapie, va dire on plante sa tente ici et on n'en part plus. C'est-à-dire qu'on va analyser toutes les situations et toutes les situations où le symptôme se présente au regard de cette construction là. Et petit à petit, ce que ça va créer, c'est à la fois de notre part une très très grande empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie cohérente, justement. On va avoir une empathie envers la cohérence de ce symptôme, parce qu'il permet vraiment d'éviter une pire souffrance. Et donc, petit à petit, ça va aussi amener la personne qui souffre à avoir de la compassion pour elle-même et du coup accepter finalement que cette souffrance, cette émotion, ce symptôme est quelque chose de difficile à vivre, mais qui s'est lié avec quelque chose d'encore plus difficile ou encore plus douloureux. Et probablement que c'est à travers ce processus d'empathie profonde pour la cohérence de son symptôme qu'il va commencer à détecter des dissonances, et pas des dissonances seulement cognitives, mais profondément ressenties, en se disant, mais non, finalement, ça a pu déjà m'arriver, ou là, dans cette situation, ça peut m'arriver de me recevoir une critique, puis finalement, je me sens totalement détendu, totalement bien, mon estime de moi n'est pas du tout remise en question. Et donc, en fait, ce qu'on appelle ce pairage, en fait, cette alternance entre ces deux états émotionnels va permettre cette reconsolidation, cette désactivation que je disais de l'émotion de tout à l'heure. Mais nous, notre intention, elle n'a pas été corrective. Donc, pour finir un petit peu cette présentation, ce qu'on peut retenir, ce que nous montrent les neurosciences, les sciences cognitives aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'on cherche à lutter contre une émotion, qu'on cherche à la gérer, qu'on cherche à la supprimer, à la contourner, à la faire taire, on n'y parvient pas. On a beau nous dire peut-être que oui, mais moi, mon programme de gestion des émotions, c'est pas ça qu'il s'agit. Oui, mais vous l'avez appelé gestion des émotions. Et ça crée un nouveau cadrage relationnel, comme quoi les émotions pourraient se gérer. Et ça, je crois que c'est très important pour tous les thérapeutes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a radicalement changé mon paradigme de travail. Dès que j'entends gérer les émotions, dès que mon patient dit « j'aimerais gérer mes émotions », je dis « mais laissez tomber, c'est tout à fait normal, vous êtes un être humain. Un être humain ne peut pas gérer des émotions. » Et ça crée un nouveau cadre relationnel qui l'accompagne à avoir beaucoup plus d'empathie, de compassion pour lui-même et pour ce qu'il ressent. Et donc, dans le processus thérapeutique que je propose, qui s'apparente à ce qu'on appelle en thérapie la flexibilité psychologique, plutôt que d'éviter ou de s'éloigner de la souffrance, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'approcher de cette souffrance avec une grande curiosité. Et que ce soit en thérapie d'acceptation ou en thérapie de la cohérence, mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à contrôler le symptôme, on cherche à s'en approcher, à le découvrir avec grande curiosité, à
pourquoi pas en délimiter, puis en découvrir la construction plus profonde. Et en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de la souffrance? Eh bien, on cherche plus, elle s'apaise d'elle-même. En tout cas, c'est souvent ce qu'on va constater comme résultat. Et c'est ce que les résultats donc, des différentes méta-analyses, notamment sur la thérapie ACT, montrent, c'est que la souffrance, les symptômes diminuent, bien que ce n'était pas du tout notre objectif de départ en thérapie ACT, mais les méta-analyses sur la thérapie ACT montrent qu'elle est efficace de manière transdiagnostique, c'est-à-dire pour énormément de diagnostics en psychopathologie. Ça faisait 30 minutes pour vous présenter quelque chose de très dense. J'espère que c'était assez clair. Et en tout cas, vous allez avoir 30 minutes pour peut-être clarifier ensemble peut-être des choses qui n'ont pas été suffisamment claires. Et merci encore à vous et à Octopus. Merci beaucoup, Mehdi. Tu es plus précis qu'une horloge suisse. Tu t'es arrêté à 30 minutes 00. C'est impressionnant. J'ai pas fait exprès. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Mehdi. Super intéressant. On a déjà des questions qui arrivent. Alors, culturellement, on a l'habitude d'applaudir notre conférencier avec des émoticônes. Et on va déjà commencer par préparer les différentes questions. Ouais, il y a déjà 4 questions qui sont posées, Mehdi, donc je ne doute pas qu'il y en a d'autres qui vont arriver à partir de là. Le mieux est peut-être d'attendre la fin des remerciements, Mehdi, qui pleuvent. Avant de poser vos questions, sinon elles risquent d'être scrollées dans le haut du chat. Alors, il y a une première question de Véronique qui nous demande thérapie. Je te lis la question telle qu'elle arrive. Thérapie qui permet de s'approprier la souffrance pour voir ce qu'elle peut nous apporter de positif, point d'interrogation. Alors, pas vraiment parce que ça, ce serait plutôt des thérapies issues de la psychologie positive, justement. Là, on serait plutôt dans une dynamique, vraiment on comprend la souffrance, on comprend que ça fait mal et on comprend qu'on n'a pas envie d'avoir mal, en fait. Ça, on le valide complètement. Donc, on va pas vraiment chercher à voir ce qu'elle peut nous apporter de positif. On va plutôt apprendre justement à savoir vivre avec, à s'en approcher et à savoir, faire en sorte qu'elle ne contrôle pas tous nos comportements, justement, et qu'elle appauvrisse pas notre vie. Donc, il n'y a pas vraiment cette recherche-là comme en psychopositive où on cherchera à dire, mais finalement, tu vois, il t'est arrivé ça, mais du coup, le fait qu'il t'ait arrivé ça, ça t'a permis de faire cette rencontre et du coup, ça a changé ta vie. En thérapie ACT, on ne fait pas du tout ça. Effectivement, ça, c'est plutôt quelque chose qui serait pour moi issu de la psychologie positive, mais c'est pas trop ce qu'on fait. Ouais. Ah, je t'entends plus, Léo. J'ai connecté mon micro. Okay. Catherine nous demande à rapprocher de l'action dans la méditation, point d'interrogation. Oui, en fait, la thérapie d'acceptation et d'engagement fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle, et c'est un peu une nouveauté d'ailleurs, mais des thérapies dérivées du bouddhisme. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a entériné ce terme thérapie TCC dérivée du bouddhisme. La méditation de pleine conscience, c'est une des pratiques qui permet justement d'aller à la rencontre de ces émotions, de les observer sans chercher à les modifier, sans chercher à les déconstruire. Et donc, la pleine conscience, c'est un des 6 processus qu'on travaille dans l'acte, justement, et oui, qui nous permet justement de travailler sur l'acceptation. Donc oui, c'est relié. Et justement, je crois que c'est très, très important, là, si j'ai l'occasion de le dire, mais c'est très important pour moi, en fait, de bien expliquer que la méditation de pleine conscience, elle n'est pas faite pour lutter contre les émotions. Parce que ça, donc, par provocation un petit peu, il y a beaucoup d'instructeurs aujourd'hui qui disent qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une dynamique de Mac mindfulness, comme le McDo en fait. Les gens pensent qu'en venant chercher un petit morceau là de pleine conscience, ils vont régler tous leurs problèmes, ou voilà, ça va être leur petit havre de paix 5 minutes par jour parce qu'ils auront fait leur petite méditation sur le souffle. La méditation, c'est pas rigolo. La méditation, c'est pas un moment sympa. La méditation, comme dit même le philosophe Jolien, c'est même chiant, c'est même difficile. On souffre parfois parce qu'on se rapproche de ce qui fait souffrir, justement. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre à côtoyer la souffrance. C'est pas du tout de la faire diminuer. Mais ce qui se produit à force, les êtres humains, on
on est un peu comme face à un film ou un épisode qu'on aurait vu des milliers de fois. On finit par se lasser de regarder les mêmes histoires. Et c'est ça qui fait baisser notre souffrance. Merci Mehdi. Question d'Isabelle. Est-ce qu'accepter de laisser aller l'émotion n'est pas une forme de gestion? D'accepter de laisser. Ben, tout dépend de l'intention qu'on y met. En fait, si l'intention est de faire diminuer l'émotion quand même, si on se dit, je vais faire de la thérapie acte parce que les études ont montré quand même que ça permettait de diminuer les symptômes, ben, du coup, on le fera dans cette intentionnalité. Mais à la base, non, le fait de laisser aller l'émotion, le fait de l'observer, de s'en approcher, ça n'a pas ce but-là. Ça a le but, au contraire, alors pas d'aller plus mal, mais en tout cas, de ne pas lutter contre. Donc, ce n'est pas une forme de gestion. D'accord. En tout cas, ce n'est pas censé être une forme de gestion de l'émotion, justement. Pauline nous envoie une question. En tant que professeur des écoles, on essaye d'apprendre aux enfants à gérer et contrôler leurs émotions. On a donc tout faux, point d'exclamation. Mais on commence par leur faire nommer l'émotion. Ça, est-ce qu'il faut le faire? Excellent. Oui, il faut le faire. Ça, c'est très bien. C'est de nommer l'émotion, ça fait partie d'une des bases, en fait, qui va constituer ensuite un vécu plus flexible autour de l'émotion. S'il y a un espace qui permet de nommer l'émotion, de l'identifier et que ce soit justement valorisé, parce que j'imagine que c'est ce que vous faites, hein, si vous encouragez les enfants à nommer l'émotion, c'est bien qu'on crée un nouveau cadre relationnel positif, agréable, valorisant autour de ça. Donc, il y a de fortes chances pour que peu à peu, ces enfants-là se disent, oui, une émotion, en fait, c'est OK de ressentir une émotion, c'est même OK d'en parler, de l'identifier, de la nommer. Et donc, non, ça, c'est extrêmement positif de proposer ça. C'est après, qu'est-ce qui vient derrière? Et la plupart du temps, ce qu'on propose, c'est voilà, je vais te proposer maintenant, tu es stressé, fais un exercice de respiration pour être moins stressé. Et là, boum, on réenclenche la mécanisme de l'évitement d'expérience de l'émotion en disant, tiens, tu vas faire ça pour baisser ton émotion. Alors qu'en fait, il suffirait simplement d'accueillir l'émotion. Donc, c'est ce que j'explique beaucoup dans les formations ou dans le livre, c'est ce que j'appelle la validation. Waouh, je vois que tu es inquiet, puis je peux tellement comprendre que tu es inquiet. C'est vrai que c'est difficile de ressentir ce truc-là dans le corps. Waouh, bon. Là, tu as cette inquiétude, et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire qui pourrait être important pour toi? Parce que ça, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, c'est ce que tu ressens, mais par contre, toi, tu peux décider de faire des choses qui ont du sens pour toi, ou qui te plaisent, etc. Donc, vous voyez comment c'est complètement différent la façon dont on va nommer l'émotion, on va la valider, on va bien dire que c'est douloureux, que c'est difficile à vivre, et on fait comprendre à l'enfant, mais tu vois, ta vie, là, peut prendre deux directions. Elle peut prendre la direction où tu cherches absolument à contrôler cette émotion ou à l'éviter, ou tu veux prendre la direction de dire, ok, elle est là, et moi, je vais faire quelque chose qui est important pour moi ou qui me fait plaisir. Super. Question suivante de Colline. La méthode des pensées alternatives ne permet-elle pas de limiter l'intensité de l'émotion ressentie et donc, d'une certaine manière, de la gérer? Oui. Complètement. Mais du coup, complètement, c'est une méthode de gestion des émotions, les pensées alternatives, comme la restructuration cognitive, ça a cette optique. Seulement, je peux vous jurer qu'à long terme, ça n'a pas d'effet. Si vous prenez quelqu'un qui a, dans les troubles de la personnalité borderline, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a un schéma d'attachement ou un trouble de l'attachement qui est assez profond, vous aurez beau mettre tous les pensées alternatives que vous voulez. Pendant la séance, la personne peut-être va expérimenter que ça va mieux. Peut-être que chez elle, si elle n'est pas exposée à des traumas d'attachement, ça va aller mieux. Mais à la minute où il va se passer un conflit au boulot, un conflit relationnel, un conflit affectif ou amoureux, la pensée alternative n'aura plus aucun poids. Elle va continuer à réactiver les pensées habituelles. Ça, c'est bien étudié d'ailleurs. Au plus on cherche à lutter contre, au plus... Ça marche, Mehdi. Emmanuel nous demande, utilisez-vous le justomètre, un outil de découverte et d'auto-apprentissage de ses émotions pour soi et dans ses rapports à l'autre? Non, je ne connais pas, mais je suis curieux du coup si elle peut décrire un petit peu en quoi ça consiste. Ça permettra de voir si on est dans une dynamique d'évitement
de l'expérience de la souffrance ou de la gestion de la souffrance, ou si au contraire on est dans une dynamique d'acceptation. Je suis curieux si elle peut mettre un petit mot sur ça Alors, entre-temps. statistiquement, tu as raison de l'appeler elle, mais pas de bol, c'est un homme. Ah, je croyais que tu avais dit un prénom féminin, c'est pour ça. Oui, Ah, Emmanuel. Emmanuel, d'accord. Ok. Désolé. Alors, Sylviane, qui a priori est une fille, dit en pratique comment s'approcher de la souffrance en conscience. Point d'interrogation. Alors, un des exercices pour les adultes, ce sera par exemple de fermer les yeux si possible, puis d'essayer de localiser où est-ce que cette émotion se localise dans le corps, se déclenche dans le corps, puis d'aller essayer de vraiment circonscrire le plus précisément où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, d'aller décrire peut-être la sensation que ça produit, est-ce que ça fait une brûlure, un enserrement, un picotement. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'approcher finalement, je ressens cette souffrance, mais la plupart du temps, on ne prend pas une minute, même pas, on ne prend même pas 5 secondes pour identifier où est-ce que ça se passe. Et là, finalement, on apprend à, vraiment avec un pragmatisme très basique, à se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Stop, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc voilà. C'est un peu ça l'idée, par exemple, d'une manière d'appréhender la souffrance, c'est d'accepter la souffrance. Ça peut être d'aller la localiser, la décrire, de faire un petit exercice de respiration avec cette souffrance. Et donc, pendant l'exercice en thérapie acte, par exemple, on dit bien à la personne, ne cherchez pas, en fait, le résultat qu'on recherche n'est pas que vous ressentiez moins cette émotion. On cherche à ce que vous remarquiez qu'elle ne prend pas toute la place. Elle a une place très, très circonscrite dans votre corps. Alors que d'habitude, quand on souffre, je parle si on a une pensée et une émotion douloureuse, ça nous envahit complètement notre tête. On a l'impression que ça nous envahit et du coup, on y pense, on pense à ça. Là, en fait, c'est une forme de détournement de l'attention. On détourne l'attention sur vraiment l'émotion en elle-même, puis ensuite, on verra, il y a d'autres techniques pour les penser. Et petit à petit, la personne, elle apprend à développer une nouvelle relation en fait à la souffrance. Donc plutôt qu'être en pilote automatique en permanence, elle fait une pause et c'est comme si on faisait une pause sur le film là, puis qu'on observait, qu'on décrivait un petit peu toutes les détails là de l'image ensemble. Très bien. Sandy nous demande si tu peux lui parler de l'hypersensibilité, si possible chez les enfants. Est-ce que le cadre thérapeutique est différent? Si oui, en quoi? Il y a peu d'études autour de ce sujet et merci, c'était très clair. Merci. L'hypersensibilité, du coup, en tout cas en termes de thérapie acte, par exemple, d'ailleurs, moi je parle, à la fin du livre, je dis plus thérapie, je dis presque éducation à l'acceptation, à l'engagement. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à tous les enfants à l'école, par exemple, par tous les parents à leurs enfants, dans ce sens qu'en fait, hypersensible ou pas, mais ça va être beaucoup plus, beaucoup plus percutant pour les enfants qui sont sensibles et donc qui doivent avoir des émotions potentiellement, en tout cas, dont les ressentis sont plus forts, de leur expliquer que justement, d'avoir toute cette démarche, ça va vraiment améliorer et faire baisser leur culpabilité de ressentir ces choses-là. Et donc, non, je pense que c'est tout à fait indiqué. Et je ne changerai pas le protocole, spécifiquement pour ces enfants-là. Par contre, dans les adaptations pour les enfants, je mets beaucoup les parents à contribution. Et donc, les parents, je leur donne juste une mission. Je leur donne pas 10 000 missions, je leur donne une mission, c'est que dès que l'enfant ressent une émotion, ou qu'on voit qu'il ressent une émotion, c'est ce que j'appelle la phrase magique. Je vois que, je comprends que. Je vois que tu es en colère, puis je peux comprendre que tu sois en colère. Je vois que tu es inquiet, puis je peux comprendre que tu sois inquiet. Cette phrase-là, en fait, ça crée un nouveau cadrage relationnel. Jusqu'à présent, il a entendu qu'il ne fallait pas avoir d'émotions négatives, douloureuses, qu'il ne fallait pas ressentir ces choses-là, qu'il fallait éviter ces expériences-là. Et à partir du moment où on crée un nouveau monde où on lui dit « Ah, tu vois, tu ressens ça, puis je vois, c'est difficile, ça a l'air compliqué pour toi. » C'est comme si on acceptait vraiment cette émotion, c'est comme si on lui permettait vraiment d'exister et qu'on ne la jugeait pas. Et ça crée vraiment souvent une nouvelle dynamique dans le rapport entre l'enfant et entre le parent et son enfant. Et donc de vivre l'hypersensibilité de manière beaucoup plus apaisée du coup. La plupart du temps, quand les parents viennent nous voir pour l'hypersensibilité,
ben justement, on leur demande, même devant l'enfant, ils vont nous le dire. Il est hyper émotif, il faut, entre guillemets, c'est ça le contrat implicite ou plus ou moins explicite même parfois, c'est on veut qu'il soit moins sensible, on veut que les émotions soient moins fortes, qu'il les ressente moins fortes. Donc voilà. Merci Mehdi. Alors Nathalie, question suivante, nous dit que c'est très intéressant et bien évidemment, elle aimerait en avoir plus de détails. Donc elle pose la question, c'est le moment de l'autopromotion, Mehdi. Elle pose la question, est-ce qu'elle aura plus de détails dans ton livre? Vas-y, mets le paquet. Je veux bien que tu me... Par contre, je suis désolé, je veux bien que tu me dises le redébut. Je vais y arriver. Redise le début de de la question. Je te dis le redébut. Un grand merci, très intéressant et bien évidemment, on aimerait avoir plus de détails. Dans le livre, certainement? Ah, d'accord, non, je crois qu'elle est. Oui, ben oui, entre autres sur tout ce qui est théorie des cadres relationnels et donc sur les adaptations pour les enfants. Dans le livre, on en parle, quoi. J'en parle. Et il y a la deuxième partie du livre aussi pour tous ceux qui accompagnent les parents. On sait qu'accompagner les parents, c'est aussi une mission qui est délicate, qui est difficile, notamment quand les enfants ont des troubles du neurodéveloppement. Et donc, il y a une autre partie qui s'appelle Alliance thérapeutique, et, quoi, acte et alliance thérapeutique avec les parents. Et du coup, enfin, je suis très content de ce projet de livre parce que justement, je trouve que c'est un petit peu tout ce dont je me suis inspiré en acte dans mon travail auprès des enfants et des parents aussi. Et j'ai l'impression que ça permet un petit peu d'avoir une approche un peu plus holistique de toutes ces histoires d'émotions, de pensées, et parce que c'est pas que les enfants qui sont envahis par tout ça, c'est aussi souvent les parents. Et donc les parents, il faut pouvoir aussi les accompagner en incarnant nous-mêmes en tant que thérapeute la thérapie acte. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage, que ce soit en formation ou dans le livre, je vous encourage à faire tous les exercices, enfin en tout cas à expérimenter ces choses-là, parce qu'il n'y a qu'en les expérimentant vous-même que vous allez pouvoir en être convaincu et du coup les incarner auprès des patients. Super. Et tu peux nous rappeler ce livre, donc apparaître chez Duno, la date de parution? Je crois que c'est mi-octobre ou fin octobre, mais il est déjà en précommande de partout normalement. Et il s'appelle? Il s'appelle Adapter la thérapie acte. Je vais mettre la diapo. Adapter la thérapie acte pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Merci Mehdi. Super. Question suivante de Fabienne. Que pensez-vous de l'EFT? Alors, le FT, ça s'approche. Je ne connais pas beaucoup, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui pratiquent la thérapie de cohérence outre-Atlantique, qui connaissent bien le FT et qui est une des techniques, effectivement, qui permet aussi d'aborder la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Mais moi, je ne pourrais pas vous en parler. C'est une thérapie basée sur les émotions aussi, mais franchement, je ne connais pas. Ok. Catherine ou Thibault, est-ce que vous pourriez accéder au lien sur le site de Duno, j'imagine, pour la précommande du livre de Mehdi? Comme ça, vous le copiez-collez dans le chat pour ceux qui sont intéressés par l'ouvrage pour en savoir plus. Anne Gaëlle nous demande, reconnaître dans son corps, accueillir, nommer les émotions font partie de l'acceptation? Point d'interrogation. Merci, Oui, c'était très intéressant. oui, c'est bon, complètement. Ça fait partie Ouais. d'acceptation. Réponse efficace. Alors, on a eu la réponse d'Emmanuel qui nous posait tout à l'heure la question sur le justomètre. Donc, Thibault nous a copié-collé dans notre chat privé le lien vers le justomètre. Et la réponse d'Emmanuel, c'était de dire que c'est un outil qui permet de tout dire sans avoir à parler. Ouf. Mais ouais, juste la question, c'est ce qu'il a, en tout cas de ce qu'il a perçu de cet outil, est-ce que c'est quelque chose qui a pour but, finalement, qui envoie le message aux enfants qu'ils doivent maîtriser l'émotion, qu'ils doivent faire des choses pour réguler l'émotion, ou au contraire, c'est quelque chose qui est fait pour voilà, identifier et apprendre à vivre avec l'émotion sans la juger, justement. Eh bien, écoute, la réponse dans quelques minutes, et puis ensuite, on vous Voilà. laissera tous les deux. Hein. Question de Jean-Philippe. Vous parliez d'exposition, parfois en TCC classique, cela se fait, mais j'ai l'impression d'un essai tout en gardant le lien émotionnel. Exemple, je vais aller dans un lieu où il y a du monde, j'ai supporté, mais au final, j'ai l'impression que ça ne change rien à l'agoraphobie. J'ai un peu échappé à ma peur, mais la peur demande. Vu qui n'est pas tout à fait une question, que c'est plus une observation, mais tu veux Oui, réagir à ça?
En fait, c'est ça, vraiment, je pourrais avoir une réponse sur, entre guillemets, cet exemple de cas clinique. Et puis, je pourrais vraiment donner une réponse à différents niveaux. Premier niveau, effectivement, si on fait les travaux d'exposition en se disant ça doit faire baisser mon anxiété, eh bien, il y a de fortes chances que ça ne marche pas vraiment comme ça. Si je fais le travail d'exposition en me disant là, j'ai envie de reprendre une vie entre guillemets ordinaire, c'est très important pour moi, et que le travail d'exposition, enfin, en tout cas, je réussis mon exposition, là, il y a quelque chose qui va se passer d'un peu différent. Donc, l'exposition, comme vous dites, ça peut ne pas produire la baisse de l'anxiété, mais si ça permet d'augmenter la qualité de vie, c'est pile poil ce qu'on essaie de chercher en acte. Sauf qu'en acte, en thérapie acte, on va vraiment accompagner la personne, lui dire mais c'est ok que vous ressentiez cette anxiété, c'est tellement difficile, c'est tellement normal. Là où en TCC de première vague ou très très classique, on considère vraiment quand même l'émotion comme une entité qu'il faut traiter, amenuiser, et du coup, des fois, on va un petit peu s'acharner comme ça sur le patient parce qu'on dit, mais est-ce que vous avez fait votre exercice de relaxation? Et là, la personne va dire, oui, mais j'ai fait la respiration diaphragmatique, mais là, sur ce moment-là, c'était trop difficile et je n'y suis pas arrivé. Et du coup, on tourne un petit peu en rond. Alors que finalement, si on dit à la personne, vous savez, c'est OK que vous ressentiez ça, ça a dû être tellement difficile, décrivez-moi ce que vous avez ressenti. Si on va vraiment à la rencontre une fois de cette souffrance, déjà, ça peut modifier cette chose-là. Et deuxième élément de réponse, si on travaille plus en cohérence thérapie, par exemple, ben c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui se joue pour vous là de hyper dangereux, d'hyper difficile à ce moment-là où vous êtes au contact des autres. Et ça aussi, c'est d'avoir un petit peu des éléments, des causes, d'être allé à la découverte de causes plus profondes. Ça va permettre aussi de développer cette autocompassion, cette empathie et donc cette acceptation. Donc ça peut être vraiment, c'est vraiment une autre fenêtre, une autre manière d'aborder la phobie, la phobie spécifique. Merci Mehdi. Alors la prochaine question m'est directement destinée en tant que directeur d'Octopus. Comment peut-on se former à ces thérapies? Eh bien, c'est très simple, octopus.fr. Voilà. Non, je te laisse répondre Mehdi parce que tu n'interviens pas du tout que chez nous, tu interviens aussi à titre personnel. Et puis après, il n'y a pas que toi peut-être vers qui adresser. Donc je te laisse la réponse. Ouais, après du coup, les formations ACT et thérapie de cohérence, donc il y en a, elles sont possibles sur Octopus, vous allez sur le site d'Octopus. Donc ça, c'est pour les formations à Paris, qui peut être quand même plutôt pratique. Et ensuite, à Montpellier, je donne aussi des formations, les mêmes formations. À Octopus, il y a une fréquence un peu plus régulière. Vous en aurez peut-être une par an sur thérapie de cohérence et 2 ou 3 sur ACT, Alliance thérapeutique. Voilà, donc à des dates différentes. Et voilà. Très bien. Et donc après Mehdi, je complète pour ton CV, mais tu interviens aussi, tu es aussi très expert sur la question du haut potentiel intellectuel et sur la question de l'autisme et particulièrement des habiletés sociales. Donc oui. On imagine bien que tu vas pas cloisonner tes formations ou tes pratiques en disant ah ben non, quand je fais de l'acte, je fais que de l'acte, quand je fais du HPI, je fais que du HPI. On est d'accord avec ça? Ouais, c'est ça. Juste pour la précision. Très bien. Une question philosophique d'Isabelle qui sera certainement au bac philo l'année prochaine. L'intention est-elle vraiment toujours consciente? Tu as 3 heures. L'intention est-elle toujours consciente? Moi, par contre, alors je pense que j'ai quelques traits reliés au spectre de l'autisme et j'ai besoin de contextualiser les choses. Donc, c'est vrai que là, l'intention est-elle toujours consciente? Pour moi, c'est une question qui est un petit peu vague, qui manque un petit peu de précision. Alors, Sandy nous pose la question, n'est-il pas difficile de changer le mindset d'une personne si son contrôle inhibiteur n'est pas optimal? Quelle proposition? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? N'est-il pas difficile de changer le mindset d'une personne si son contrôle inhibiteur n'est pas optimal? Et quelle proposition? Là, c'est une sorte d'interprétation, c'est une proposition en tout cas du fonctionnement émotionnel qui serait plutôt basé sur un fonctionnement à la neuropsycho de type inhibiteur. En tout cas, je peux te répondre sous les deux champs que je pratique, et la thérapie de cohérence et la thérapie ACT. En thérapie ACT, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire un nouveau circuit cérébral
on va dire que l'ancien, on ne va pas pouvoir y toucher, on ne va rien pouvoir faire en fait sur ce qui se passait avant. On crée un nouveau circuit qui permet à la personne d'être plus flexible, c'est-à-dire de se comporter différemment lorsqu'elle souffre. Donc, on ne cherche pas vraiment on cherche à ce qu'elle inhibe de manière un peu consciente finalement les anciens modes de fonctionnement et qu'elle se dirige vers un nouveau mode de fonctionnement. Alors qu'en thérapie de cohérence, en fait, on désactive à la source, entre guillemets, le problème. Donc, il n'y a même pas besoin d'inhibition. C'est la thérapie en elle-même permet d'inhiber les schémas, en tout cas les triggers qui aboutissaient à ce symptôme-là. Donc finalement, il y a même plus, on ne change même pas forcément un état d'esprit. La personne est, entre guillemets, comme libérée en fait de la problématique pour laquelle elle venait. Et du coup, elle peut s'approprier elle-même son état d'esprit. Elle peut se découvrir d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai souvent découvert ça en thérapie acte, quand ça bloquait là en thérapie acte. C'est pour ça que j'aime bien faire des allers-retours entre les deux thérapies, mais des fois en thérapie acte, eh bien, une personne va me dire, ben non, mais je ne sais pas quelles sont mes valeurs, votre questionnaire, ça ne me parle pas, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas vers quoi où aller. Ben, ça, c'est un symptôme. Quelquefois, se focaliser finalement sur une valeur, ça peut faire peur à la personne pour des raisons beaucoup plus profondes. Et inversement, quelquefois en thérapie de cohérence, la personne peut aussi nous dire, voilà, ça y est, je me suis un peu libéré du truc, mais du coup, je ne sais plus trop vers où aller, je ne sais pas vraiment ce qui est important pour moi dans la vie, je ne sais pas trop comment la rendre plus riche. Et là, du coup, un travail sur les valeurs, ça peut être hyper intéressant. Donc, je pense que je n'ai pas répondu de manière très spécifique, désolé, mais j'essaie de répondre d'un point de vue neuropsy, je pense quand même. Ok. Véronique nous dit, à force de regarder notre souffrance, ne nous y habituons pas, ne nous y habituons-nous pas, comme si c'était une fatalité. Mais c'est une fatalité, puisque de toute façon, mais après, ça c'est pareil, hein, je vous rappelle, c'est une thérapie dérivée du bouddhisme. Donc, on dit que la souffrance fait partie de notre vie et qu'on ne peut pas en fait y échapper. C'est notre lot de souffrance. Et donc, c'est à nous de savoir comment on la perçoit. Est-ce qu'elle va constituer un frein ou est-ce qu'elle peut au contraire constituer l'engrais qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de plus qui a plus de sens justement. Très bien. On s'en lasse, hein, de la souffrance, on s'en lasse au bout d'un moment. Et le thérapeute, il est là aussi pour ça. Il est là pour aussi amener la personne à dire, mais ok, cette histoire-là, vous la connaissez depuis tellement longtemps. Et du coup, est-ce que vous voyez que là, même ici et maintenant, est-ce que vous voyez qu'elle est productive, qu'elle va vous aider à vous rendre plus heureux? Et au bout d'un moment, la personne va dire, ah ok. Super, excuse-moi Mehdi, je vais mettre un peu de batterie, sinon je vous lâche là. Une question de Sylviane. Certaines personnes ne connaissent pas les émotions qui se passent en eux. Comment les aider? Là, j'en verrai plus sur tout ce qui est thérapie corporelle ou psychocorporelle. J'ai un peu le même problème quelquefois c'est rare, hein, mais avec certains patients qui ont beaucoup de mal aussi à verbaliser les sensations, les émotions. Et ça, c'est souvent parce qu'en fait, il y a une sorte de blocage ou de manque de connectivité, je dirais, entre le psychisme, le mental et le corps. Et ça, il y a par contre d'autres méthodes que la thérapie verbale, on va dire, qui permettra à la personne de se reconnecter un peu à son corps. Donc, c'est ce qu'on appelle très largement les approches psychocorporelles. Mais moi, pareil que ça, après, par contre, je ne connais pas grand-chose. Donc... Ça marche. Il nous reste une grosse minute. Catherine nous demande, la cohérence cardiaque fait pourtant baisser le taux de cortisone, donc peut-on agir dessus? Pour l'interrogation. C'est ça. Il y a des méthodes. La respiration diaphragmatique, ça fait baisser le pouls, ça fait baisser la sudation. Donc, toutes les manifestations physiologiques, il y a plein de techniques qui nous permettent de la faire baisser. La question est de se demander, est-ce qu'il existe une technique qui nous permet à vie de gérer les émotions, de ne pas les ressentir, de ne plus les avoir? Et est-ce que finalement, ça se gère en tant que tel? C'est-à-dire que face à un événement extrêmement traumatique, est-ce que vous allez pouvoir gérer votre émotion? Vraisemblablement que non. Donc peut-être que l'idée, c'est plutôt vraiment de créer un nouveau lexique autour de ça, surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Super, Mehdi.
On va s'arrêter là pour ce soir et te libérer. On te dit un grand, grand, grand merci, Mehdi. C'était super. On a passé une soirée pleine d'émotions. C'était très bien. Merci à Merci tous à les vous. participants. Merci, Mehdi. Merci à tous les participants. Vous étiez très, très nombreux encore ce soir. Prochain rendez-vous avec un expert international 21 octobre à 18h, 30 minutes avec Steve Majrus qui va nous parler du rôle et de l'importance de la mémoire dans les troubles des apprentissages. Ça va être encore une fois passionnant. Vous retrouverez Mehdi en replay à partir de demain ou après-demain disponible sur notre site. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre fidélité et votre confiance. Et merci à toute notre équipe en backup qui assure comme toujours à chaque fois. Mehdi, merci beaucoup. Bonne soirée. On se voit très vite et on s'appelle demain à 4h30. Voilà, ça marche. Merci à tous.